Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Lachaud, alias Cathy Epiceto, psychopraticienne et conférencière, spécialiste des schémas relationnels toxiques et de la reconstruction personnelle. Ce podcast a pour but de vous aider à comprendre et déceler les schémas relationnels toxiques et leurs conséquences et de vous accompagner dans votre reconstruction personnelle. Mon objectif est de vous faire avancer vers l'apaisement et sortir des liens toxiques pour renaître et vous épanouir. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite et n'hésitez pas non plus à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aidera à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes qui en ont besoin. Avez-vous déjà entendu parler de rage narcissique ? Ces crises de colère spectaculaires, sorties de nulle part, trop fortes, trop violentes, trop. Si vous avez vécu une relation avec un narcissique, vous devez savoir de quoi je parle. Si vous avez vécu une relation avec un pervers narcissique, vous tremblez rien que d'y penser. Faisons le point sur ce caprice puissance 1000, sur cette comédie hors norme, sur ce caca nerveux hors catégorie, caractéristique des personnalités toxiques. Relation toxique et après, c'est parti. La rage narcissique, c'est un terme inventé par Heinz Kohut en 1972 et ça désigne la réaction à une blessure narcissique perçue comme menaçant l'estime de soi. La blessure narcissique, c'est un terme utilisé pour la première fois par Freud. Elle se produit quand un narcissique estime que son vrai moi a été révélé. Ça peut être le cas quand un narcissique connaît une chute de réputation, comme lorsque ses comportements ou motivations cachées sont révélés, ou lorsque sa crédibilité est remise en question. La blessure narcissique, c'est une cause de détresse majeure et ça peut conduire à une dysrégulation des comportements comme la rage narcissique. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique ne sont pas les seules à pouvoir être blessées dans leur amour-propre et à pouvoir en être contrariées. Non, on a tous et toutes de l'amour-propre, des opinions et le besoin d'être entendu, compris. On a tous besoin d'obtenir de l'attention et même parfois un peu d'admiration d'autrui. Et quand on n'obtient pas ce qu'on espère, ou qu'on est confronté à quelqu'un qui nous blesse émotionnellement, que ce soit intentionnel ou non, on compose avec. On fait une remarque, on boude, on se ferme. Ou bien on se met un peu en colère. On a même parfois une discussion houleuse avec la personne. Mais la plupart du temps, ça se règle rapidement et sans scandale. Si on imagine par exemple que Zoé doive aller chercher Jean à la gare, mais qu'elle arrive avec 10 minutes de retard. Jean va lui signifier qu'elle aurait pu arriver plus tôt, parce qu'il a dû attendre sous la pluie, alors qu'elle connaissait l'heure de son arrivée. Zoé, elle va lui répondre qu'elle est désolée, et qu'elle n'avait pas vu l'heure. Ce à quoi Jean lui répondra qu'elle aurait pu au moins prévenir pour qu'il reste à l'abri dans la gare, au lieu de rester à l'attente sur le trottoir sous la pluie. Zoé conviendra qu'elle n'y a pas pensé non plus, s'excusera encore, puis ils changeront certainement de sujet, s'informant sur la qualité du voyage, par exemple. Et puis, fin de la dispute. Mais quand on se trouve face à une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique, la scène peut se passer très différemment. Ce qui caractérise la personnalité perverse narcissique, c'est la perception qu'elle a d'elle-même. Sa faille narcissique est si grande que le seul moyen qu'elle a de la combler, c'est de se cacher derrière un ego surdimensionné. L'image qu'elle a d'elle-même, c'est celle d'une personne exceptionnelle, grandiose, à qui on doit tous les honneurs. Elle a toujours raison. Elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas tomber. Elle a un sentiment exagéré, démesuré de sa propre importance. Elle se considère comme infaillible, intouchable, meilleure, plus intelligente, plus douée que n'importe qui d'autre, et que de son interlocuteur en particulier. Et c'est là que tout se joue. Se dévoiler,
avouer et s'avouer qu'elle a des faiblesses, comme tout le monde, c'est dévoiler son vrai moi. Et donc, aussi un peu de cette faille narcissique énorme qu'elle veut à tout prix cacher, car elle représente une souffrance trop dure à affronter. Lorsque son vrai moi est révélé, c'est pour elle une menace, une agression. Les signaux d'alarme s'allument tous. Pour elle, il y a danger, et même danger de mort, mais de mort psychique. C'est ce qui va provoquer une réaction totalement disproportionnée à un petit incident sans la moindre gravité. La crise de rage narcissique, ce n'est pas une simple colère. C'est la tempête émotionnelle de l'enfant de 4 ans à qui on a refusé d'acheter une sucette. C'est un effondrement psychique qui fait entrer en jeu différents mécanismes et différentes émotions. C'est un rempart contre ce qui semble insurmontable à un pervers narcissique. Être mis à nu, avouer et dévoiler ses failles. La crise de rage narcissique, c'est un mécanisme de survie psychique, effrayant, déboussolant, spectaculaire, déployé avec l'énergie du désespoir pour survivre à l'effondrement psychique. Sauf que l'effondrement psychique d'un ou d'une pervers narcissique ne se situe pas au niveau de celui d'une personne lambda. Et pour survivre à son effondrement psychique, le ou la perverse narcissique sort l'artillerie lourde. Un peu comme si vous tentiez de tuer une araignée avec un bazooka parce que vous avez trop peur qu'elle vous morde. Et si on reprend notre exemple précédent, l'histoire change quelque peu. Nous revoilà avec Zoé, qui doit aller chercher Jean à la gare. Et elle arrive avec 10 minutes de retard. Jean va lui signifier qu'elle aurait pu arriver plus tôt, parce qu'il a dû attendre sous la pluie alors qu'elle connaissait l'heure de son arrivée. Et c'est inadmissible. Pour qui elle le prend? Il n'est pas à son service pour l'attendre comme ça sous la flotte. Il travaille, lui, il a autre chose à faire qu'attendre madame. Zoé, un peu déboussolée, lui répondra qu'elle est désolée et qu'elle n'avait pas vu l'heure. Elle s'excusera en lui disant que c'est pas la peine de se fâcher autant pour si peu. Ce qui amènera Jean à hausser le ton, serrer les poings, faire de grands gestes. Et alors? Elle aurait pu au moins prévenir pour qu'il reste à l'abri dans la gare au lieu de rester à l'attente sur le trottoir sous la pluie. De toute façon, on ne peut pas compter sur elle. C'est toujours la même chose. De toute façon, cette famille, déjà son père était comme ça, jamais à l'heure. Des grands malades dans cette famille. Il aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il l'a rencontrée. Des incapables pareils, mais c'est insupportable. Pauvre fille. Même pas capable de regarder une montre. Pas étonnant qu'elle ait pas de boulot. Quel patron voudrait d'une nénette sur laquelle on peut même pas compter? Zoé tentera de se confondre en excuses, ne sachant même plus de quoi elle doit s'excuser. Elle se fermera, ou tentera de se justifier, ne faisant qu'empirer la crise, quoi qu'elle fasse. Si elle se ferme, bah quoi? Tu dis rien en plus. T'en as rien à foutre, c'est ça? C'est vraiment à la hauteur de l'amour que tu me portes. Et tu vas faire la gueule en plus. C'est moi qui t'emmerde, et en plus, faudrait que je la ferme, et que tu fasses la gueule. Madame se prend pour une princesse. Si elle tente de discuter, de répondre ou de calmer les choses avec un « Mais t'énerve pas pour si peu, je t'ai dit que je m'excusais », la rage augmente. Moi, je m'énerve. Mais c'est toi qui cherches la merde, là. Tu voyais bien qu'il pleuvait. C'est à se demander si tu l'as pas fait exprès pour que je reste sous la flotte. Remarque, tu peux être contente, hein. Mon costume est bousillé, et vu dans quel état tu m'as mis, je vais passer une soirée de merde. Après la journée que j'ai eue, merci beaucoup, hein. Enfin, madame ne peut pas comprendre, parce que madame pense qu'à sa gueule. Comme tu travailles plus, tu sais pas ce que c'est. Finalement, tu fous rien, et tu trouves encore le moyen de pas faire correctement la seule chose que je te demande. On se demande à quoi tu sers. Et si vous ne voyez pas venir la fin de cette dispute, bah c'est parce qu'il n'y en a pas. Enfin, pas vraiment. Ça se terminera sûrement avec une Zoé en larmes qui tentera de comprendre ce qu'a provoqué ce torrent de rage et d'insultes avant d'aller se coucher, sans manger, et épuisée.
et un Jean enfermé dans son bureau, à ronger son frein, ou bien à passer ses nerfs devant la console de jeu, puis qui reviendra tout sourire le lendemain, dire bonjour à Zoé comme si rien ne s'était passé. Une autre forme de crise de rage narcissique peut prendre la forme d'un silence sélectif, inattendu, long, plusieurs heures ou plusieurs jours. Dans ce cas, Jean agira à peu près ainsi. « Ah, c'est tout ce que tu trouves à me dire? C'est ta seule excuse? Très bien. » Puis silence, jusqu'à la destination. Puis une absence de communication, un air froid et distant. Aucune réponse aux questions de Zoé. « Tu as fait bon voyage? Qu'est-ce que tu voudrais manger ce soir ?» Plus d'échange. Jusqu'à ce que Jean estime que Zoé a compris la leçon et qu'il ait remarqué qu'elle est assez perturbée et touchée par ce silence au goût de Jean. La technique de l'évitement passif-agressif peut également être une manifestation de cette rage narcissique. « Très bien, dira Jean, j'ai compris. »« Quoi donc ?» demandera Zoé. « Non, rien, tu sais très bien de quoi je parle. » Puis au moment du repas, Jean laissera Zoé préparer et mettre le couvert. Puis quand elle l'appellera pour passer à table, il s'asseyra dans le canapé avec un verre de vin en disant « Non, mange sans moi, j'ai pas faim. » À la question « Mais qu'est-ce que t'as ?» il répondra « Mais rien du tout. Je devrais avoir quelque chose de particulier? À toi de me le dire. À moins que tu saches pas toi non plus. Dans ce cas, je peux rien pour toi. » Si ces deux derniers types de réactions sont moins spectaculaires, moins théâtrales, elles ne font pas forcément moins de dégâts. Zoé va passer des heures à se torturer l'esprit pour savoir ce qu'elle a fait de si grave et quoi faire pour être pardonnée, si c'est possible. Elle va culpabiliser, tourner et retourner la scène dans tous les sens pour trouver la clé, tenter de comprendre, sacrifiant son sommeil, son appétit, son sourire, son attention au travail. Évidemment, cette histoire, c'est un exemple, et les rôles peuvent être inversés. Alors, comment éviter ces crises? On ne les évite pas. C'est comme si vous demandiez à un fleuve de ne pas déborder après 2 semaines de pluie. Comment on les traverse? Comme on peut. Le mieux, c'est de ne pas donner de grain à moudre au pervers narcissique, ne pas relancer la machine. Des réponses du genre « Je vois que t'es blessé, je suis désolée ». Même s'il y a peu de chances de faire descendre la pression, ça peut aider. La vérité, c'est que ces crises-là sont inévitables, imprévisibles et toujours épuisantes, car de très grande intensité. On peut aussi tenter la technique de la réponse neutre. C'est ton opinion. Si tu le dis, ah bon? Ce type de réponse ne permet pas au pervers narcissique de trouver une nouvelle accroche pour la dispute. Vous ne lui donnez ni tort ni raison. Vous énumérez des vérités, des constats, sans le moindre jugement, ni avis, ni confidence personnelle. Ça déstabilise le pervers narcissique et ça peut faire baisser le volume assez rapidement. Mais la meilleure solution, c'est encore la fuite. Est-ce que le pervers narcissique se rend compte qu'il en fait trop? Peut-être, ou peut-être pas. Mais il n'y a rien à rationaliser ici. Vous ne comprenez pas d'où vient la crise. Pourquoi elle est si forte, si violente, si explosive? Pourquoi elle dure aussi longtemps pour un si petit événement? Et personne ne comprendra jamais parce que il n'y a rien à comprendre. C'est juste son mode de fonctionnement. Et lui, il n'y voit aucun problème. Il a été blessé, il réagit, et c'est de votre faute, c'est tout. La crise de rage narcissique, c'est ce que les autres, en dehors de la relation, ne voient pas, ou bien de façon exceptionnelle. C'est pourtant là que la personne perverse narcissique montre son vrai visage, son extrême fragilité camouflée derrière une agressivité et une violence incroyables. La crise de rage narcissique, c'est la preuve que vous avez fait une brèche dans l'armure du pervers narcissique et qu'il a
tellement peur d'être dévoilé qu'il se battra jusqu'à la mort s'il le faut pour colmater cette brèche et éviter de souffrir de ce qu'il est en réalité. N'importe quoi plutôt que de paraître faible ou moins intéressant ou moins intelligent ou moins magnifique qu'il ne paraît. Quoi qu'il arrive, l'autre a tort. Tort d'avoir osé le défier. Tort d'avoir osé le mettre à jour quelques secondes, de lui avoir rappelé qu'il n'était pas la personne impeccable qu'il croit incarner et qu'il montre au monde entier. Et c'est sûr, cette audace, il va vous la faire payer à coups d'insultes, d'humiliations, de critiques, de dénigrement ou d'isolement, parfois même de coups. Tout est bon, tant que vous souffrez autant qu'il a lui-même craint de souffrir. Le perdant, c'est celui qui lui fait face, toujours. La crise de rage narcissique du PN le rend parfaitement capable d'être vainqueur par KO. Le KO du boxeur, qui vous met un uppercut, mais aussi le KO, C-H-A-O-S. Le chaos qu'il sème en vous lors de cette crise spectaculaire, bouillonnante, explosive. Le chaos qui naît au début de la crise, qui grandit pendant la crise et la nourrit, et qui règne en maître après la crise sur votre terre psychique et émotionnelle dévastée, comme après une tempête ou un ouragan. La rage narcissique n'est pas qu'une crise de colère classique. C'est une tempête qui survient alors que le ciel est bleu. C'est un déluge en plein été sur une plage paradisiaque, sans parapluie, sans manteau, sans abri. C'est un tsunami qui vous arrive en pleine figure alors que vous êtes en train de bronzer sur la plage, posé, calme. Et comme dans un tsunami, votre équilibre émotionnel a très peu de chances de s'en sortir indemne. Si vous avez repéré ce type de comportement chez quelqu'un de votre entourage, c'est le signe que vous êtes en présence d'une personnalité toxique. Ces débordements ne seront jamais ou que très rarement maîtrisés. Toujours disproportionnés, violents, puissants et totalement imprévisibles et incompréhensibles. Vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez de la considération, de la tempérance, de la bienveillance. Ne restez pas dans la tempête. Et si vous ne savez pas comment vous mettre à l'abri, demandez de l'aide. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et j'espère que son contenu aura pu vous éclairer. Si vous avez besoin d'être accompagné pour sensibiliser, informer et déconstruire les schémas relationnels toxiques ou vous reconstruire après une relation toxique, vous pouvez me contacter sur mon site apaisementpsy.com, mon profil LinkedIn, Catherine Lachaud, ou par mail catherine@apaisementpsy.com ou lesfillesdev3@gmail.com. J'espère vous retrouver bientôt pour le prochain numéro de ce podcast. En attendant, prenez soin de vous.